Alors dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser un encodeur avec les cartes Arduino. Nous verrons tout d'abord le principe de l'encodeur lui-même, les raccordements et les branchements électriques, le programme Arduino permettant de mesurer la vitesse et la position, les mesures et les difficultés particulières, notamment liées au problème du temps, et enfin nous verrons l'utilisation d'un convertisseur de fréquence. Concernant le principe de l'encodeur lui-même, on rappelle qu'un encodeur optique comporte un disque qui présente un certain nombre de fentes et d'une tête de lecture. Cette tête de lecture génère deux signaux A et B à l'aide de LED, diodes électroluminescentes, qui génèrent un signal lumineux, et lorsque ces signaux passent à travers les fentes et sont réceptionnés par les photodiodes, ils génèrent deux signaux carrés, dont la particularité est que l'un est décalé d'une quadrature, donc un quart de période par rapport à l'autre. Donc, si on a un disque qui comporte n fentes, par exemple ici en l'occurrence moi ici 500 fentes, et bien cet encodeur aura 500 informations par tour, fois 2 signaux, c'est-à-dire 1000, fois 2 fronts, puisqu'on est capable de détecter le front montant et le front descendant, soit 2000 informations par tour. Si j'alimente mon encodeur ici par la carte Arduino et que je visualise la piste A de mon encodeur, je peux observer les créneaux générés. C'est un capteur relatif, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la position absolue, mais par contre, certains encodeurs présentent une patte ici qui permet de visualiser sur un tour la position absolue. On retrouve le même principe sur les encodeurs qui sont ici en bout de moteur, mais cette fois-ci, l'encodeur est constitué d'aimants permanents et de capteurs à efféole. Donc on a un nombre beaucoup plus limité d'aimants. Ici, on a 16 aimants présents ici. 16 aimants fois 2 têtes de lecture, ça fait 32 informations. Fois 2 fronts, ça fait 64 informations sur l'extrémité de mon moteur. Et si j'utilise un réducteur de rapport 19, j'aurai ici 1216 informations par tour en sortie du réducteur, soit une précision de 0,3 degrés. Si je visualise l'information de mon encodeur en sortie de mon réducteur, je retrouve à nouveau le signal. Concernant les raccordements et les branchements de votre encodeur, vous avez plusieurs solutions. Si vous êtes sur un encodeur en tête de moteur comme celui-ci, vous n'avez rien à faire de particulier, hormis parfois l'installer vous-même. C'est le plus simple. Si vous utilisez un encodeur déporté comme celui-ci, là c'est assez simple, soit vous utilisez un méplat sur l'axe, soit vous utilisez la vis de fixation, soit vous utilisez ici une frette de serrage qui peut être très utile. Par contre, il est quand même utile d'éviter les défauts d'alignement entre votre encodeur et la partie tournante que vous allez mesurer. Donc il est préférable d'utiliser quand même des raccordements flexibles tels que les joints d'Oldham ou les joints comme ceci, les joints flexibles, pour éviter les contraintes dans votre encodeur. Sinon, je vous donne une autre astuce qui consiste à utiliser un petit morceau de tuyau, ici, qui permet de raccorder facilement votre encodeur avec la partie tournante que vous allez mesurer. Dernière solution, si vous avez un encodeur qui est constitué d'un disque avec une tête de lecture, alors à quoi ça peut servir? Ça peut servir soit à mesurer des choses qui sont difficiles à mesurer, par exemple la mesure de la vitesse d'une roue de vélo. Vous fixez ce disque sur la roue de vélo, vous fixez cette tête de lecture sur votre cadre, et vous avez ainsi une mesure facilitée qui serait difficile à réaliser avec cet encodeur-là. Sinon, ça permet aussi de ne pas avoir de frottement. Donc si par exemple vous voulez identifier le comportement d'un moteur brushless par exemple, utiliser un capteur comme ça va prendre en compte les frottements de cet encodeur qui sont pas négligeables, tandis que si vous utilisez un encodeur ici comme constitué d'un disque et d'une tête de lecture, vous n'aurez pas ce problème et vous aurez une identification beaucoup plus réaliste. Concernant les raccordements électriques, vous avez deux choses à faire. D'une part, vous avez alimenté votre encodeur, d'autre part, vous avez raccordé les canaux A et B. Pour l'alimentation de l'encodeur, vous devez consulter la datasheet et vérifier où se trouve la masse et le plus VCC. Ensuite, vous devez veiller à ne pas confondre l'alimentation du moteur, ici en black et red, avec l'alimentation de l'encodeur. L'alimentation du moteur étant sur le shield, l'alimentation de l'encodeur étant faite sur la carte ici. Enfin, vous devez vérifier que le courant consommé par l'encodeur ici est faible et sera absorbé correctement par la carte. Ici on a quelques milliampères, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, un dernier piège, certains encodeurs comme celui-ci fonctionnent avec une tension d'alimentation de 10 à 30 volts, et donc le niveau logique des créneaux que l'on a indiqués ici à 5 volts sera cette fois-ci à 12 volts. Et donc vous êtes obligé d'utiliser un pont diviseur, parce que l'entrée ici, les entrées numériques de la carte Arduino n'accepteront pas une tension de 12 volts.
Enfin, vous devez raccorder les canaux A et B à votre carte Arduino, le canal I étant l'index de la position angulaire sur un tour qui n'est pas utilisé ici. Pour raccorder les canaux A et B, vous devez consulter votre programme Arduino et utiliser les paths qui ont été déclarés dans votre programme et qui sont des paths réservés. Ici, pour moi, 20 et 21. Et donc, j'utilise ici les paths 20 et 21 sur mon encodeur. Concernant le programme Arduino, nous allons voir d'abord les bases et puis ensuite nous verrons le principe de mesure de vitesse. Alors, que faut-il savoir? Tout d'abord, dans le setup, vous allez devoir déclarer les paths encodeur A et encodeur B comme des entrées numériques, input. D'accord. Ensuite, vous allez les mettre à l'état haut. Alors, pourquoi fait-on cela? Parce que les diodes électroluminescentes ici activent des transistors, des photos. Et en fait, lorsque le transistor n'est pas actif, en fait, l'état logique de votre entrée peut être indéterminé en fonction de si vous avez mis une résistance de tirage, qu'on appelle, qui peut être en plus de type pull-up ou de type pull-down. Là, en l'occurrence, lorsque le transistor n'est pas actif, mon entrée numérique est à l'état bas, donc une résistance de pull-down. Dans le programme Arduino, donc le principe, c'est d'éviter ces états indéterminés et de forcer à l'état haut ou à l'état bas cette entrée numérique. Deuxième étape, vous devez déclarer en début de programme, vous devez déclarer les numéros 20 et 21 que vous utilisez ici pour votre branchement d'encodeur. Ces paths sont des paths réservés, c'est-à-dire que sur la carte Arduino Mega, vous avez 6 entrées possibles pour ce que l'on appelle des interruptions externes. Qu'est-ce qu'une interruption externe? C'est quelque chose qui va être déclenché par un événement extérieur au programme, sur une path externe. Donc ici, moi j'ai choisi les paths 20 et 21, donc avec les interruptions numéro 2 et 3. Et donc un peu plus loin dans le setup, vous devez attacher une interruption dans laquelle que vous allez pouvoir paramétrer ici de 3 manières. Soit vous mettez uniquement déclenché sur front montant, rising, soit uniquement sur front descendant, falling, soit vous mettez change qui va prendre en compte les deux. Et donc on comprend qu'on va changer ainsi la résolution de notre encodeur, mais on va aussi alléger le traitement du programme. Si je choisis ici le mode change sur l'interruption numéro 2, à chaque événement extérieur, elle va déclencher la fonction doEncoder A, qui est une fonction qui est ici déclarée en fin de programme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme principal s'exécute dans le void loop, et que sur un événement extérieur, indépendamment de ce qui se passe ici, le programme s'interrompt et va gérer cette fonction d'interruption externe. Que font ces fonctions? En fait, elles mettent à jour une variable qui s'appelle encodeur et qui donne la position angulaire de l'encodeur. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que lorsqu'on tourne dans le sens numéro 1 et que l'on a un front montant, la piste A est donc à l'état 1. Si on lit immédiatement la piste B, on constate qu'elle est à 0. De la même manière, sur le front descendant de A, on va lire donc A qui sera à 0, et la lecture suivante de la piste B sera à 1. Donc on constate que dans le sens 1, on aura toujours A et B qui sont de niveaux différents, opposés. Si on tourne cette fois dans le sens numéro 2, on voit que sur un front montant de A, donc A est devenu à 1, et que l'on lit B, lui aussi sera à 1, et sur le front descendant de A sera à 0, et B sera également à 0. Donc dans le sens numéro 2, A et B sont toujours de sens identique. On utilise ce principe pour mettre à jour la variable encodeur de manière appropriée, c'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, si on lit la path encodeur A et qu'elle est égale à la path numéro B, à ce moment-là on incrémente la variable encodeur, sinon on la décrémente. Et on fait l'opération inverse sur l'encodeur B. Dernière chose à savoir, il est important de comprendre que la variable encodeur est une variable qui d'une part est volatile. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est une variable qui peut être modifiée par autre chose que le programme, et qui va être modifiée donc ici par un événement extérieur. Elle sera accessible dans la RAM directement, et donc c'est pour cela qu'on la déclare de type volatile. C'est obligatoire pour toutes les variables utilisées dans les interruptions externes. D'autre part, elle est de type long, c'est-à-dire qu'elle est codée sur 32 bits, et donc elle pourra varier entre plus ou moins 2 milliards. Alors je précise tout de suite que la fonction digital readFast ici qui est utilisée, qui est déclarée en début de programme, est facultative, mais on verra son intérêt par la suite. Si vous observez que votre variable varie dans le mauvais sens, s'incrémente au lieu de se décrémenter, et vice versa, il suffira tout simplement d'intervertir les fils ici de vos deux interruptions.
il est facile d'obtenir l'angle, la position angulaire de votre arbre. Mais si on s'intéresse au calcul de la vitesse, vous voyez un deuxième exemple de programme ici. On a deux méthodes en réalité. Soit vous travaillez dans le void loop et vous observez en fait de combien a varié la variable encodeur pendant le temps de boucle. Ensuite, vous observez de combien a varié le temps pendant votre temps de boucle. Pour ça, vous utilisez la fonction millis qui permet de lire l'horloge de l'Arduino. Et puis ensuite, vous effectuez le calcul de votre vitesse. Pour ça, donc vous divisez votre delta position par le delta temps. Et puis vous tenez compte du rapport de réduction et du nombre de counts de l'encodeur par tour que vous aurez déclaré en début de programme qui vous permet d'avoir un programme générique. Et puis vous multipliez par 2pi pour avoir des radians par seconde. Voilà, ça c'est un programme qui fonctionne bien, mais qui va dépendre en fait de ce que vous mettez dans votre void loop, notamment du délai ici, et puis de toutes les autres lignes de programme qui interviennent dans le void loop. Donc pour s'affranchir de ce problème, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a une deuxième solution qui consiste à inclure un timer. Ce timer, en fait, on le télécharge sur le net, on l'installe ici dans inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque zip. La bibliothèque alors apparaît ici dans votre liste de bibliothèques disponibles. Ensuite, dans le setup, vous allez paramétrer ce timer en disant qu'il va s'effectuer toutes les dt millisecondes, ça c'est la précision, et il va lancer la fonction ESRT qui est déclarée en fin de programme. Vous lancez le timer et donc indépendamment du void loop qui va s'effectuer ici, en fait toutes les dt millisecondes ici, le programme principal va s'interrompre, il va exécuter cette fonction, qui est donc déclarée en fin de programme, ici. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va tout simplement regarder de combien a varié la variable encodeur. On va effectuer le même calcul de vitesse que tout à l'heure. La différence est qu'ici, le temps, il est maîtrisé, puisque par définition, c'est nous qui lançons cette fonction ESRT toutes les dt millisecondes. Et donc on s'affranchit finalement de ce qui se passe dans le programme principal. Si on lance ce programme, voilà, avec les deux méthodes de calcul de vitesse, on voit en effet que finalement on a un calcul qui est relativement semblable, hein, on a des valeurs sensiblement égales, par la méthode de mesure du temps ou par la méthode par timer. Simplement la méthode par timer est indépendante de ce qui se passe dans la boucle principale.